La durée de la présentation doit se situer entre 13 et 15 minutes. Un point sera déduit par tranche de 30 secondes manquantes supplémentaires. Tous les membres de l'équipe doivent parler pendant la présentation. Si cela n'est pas respecté, une pénalité de 5 points sera retranchée à la fin. Tout au long de la présentation, je présenterai les cartons dans les airs afin de montrer le temps restant. Je présenterai un carton lorsqu'il restera 10 minutes, 5 minutes, 1 minute, ainsi qu'un dernier carton lorsqu'il restera 30 secondes. Je ferai un décompte à l'aide de mes mains pour les 10 dernières secondes de la présentation. La présentation sera suivie par une période de questions des juges d'une durée maximale de 5 minutes. Vous êtes évalué dès le début jusqu'au dernier moment passé avec les juges dans la salle de présentation. Alors, je laisse maintenant les juges se présenter. Ensuite, vous pouvez commencer dès que vous êtes prêts. Bonjour, je suis Poirier, gestionnaire du Québec de l'équipe en vérification. Bonjour, je m'appelle Richard, je suis professionnel en vérification fiscale chez le Québec. Bonjour, mon nom c'est Eric Lambert, je suis auditeur au Québec. Alors, bonjour, Monsieur Laplanche. Nous sommes Félix, Jérémy et moi-même Pierre-Luc, venus vous aider pour vos questionnements sur votre année fiscale et comment on va la rendre le plus possible. Donc, on va commencer par notre mandat. Nous sommes ici pour faire en sorte que vos états financiers ne représentent aucune irrégularité afin que Revenu Québec ne vienne pas vous voir et qu'ils aient le plus de facilité possible à lire et à comprendre votre déclaration de revenus. Alors, lors de cette rencontre, nous allons parler de vos différents questionnements sur la préparation d'un flux de trésorerie direct, l'acquisition d'un équipement spécialisé, ainsi que l'acquisition d'outillage à l'aide d'un emprunt. Mais premièrement, je vais vous parler en plus grand détail de Revenu Québec afin que vos états financiers puissent se conformer à leurs valeurs. Donc, il y a un principe d'intégrité qui fait en sorte que chaque contribuable et entreprise doivent montrer des états financiers la plus grande intégrité possible. Ensuite, le principe d'équité fiscale qui vient faire en sorte que tout le monde doit contribuer de façon équitable au financement des services publics. Et Revenu Québec a un système d'autocotisation qui vient faire en sorte que chaque entreprise ou contribuable fait lui-même ses déclarations de revenus. Et c'est pour ça que nous sommes ici pour vous aider sur vos questionnements et que votre déclaration de revenus soit très solide et que Revenu Québec ait beaucoup de facilité à la comprendre pour cette année 2023. Donc, votre premier questionnement est le flux de trésorerie. Donc, un flux de trésorerie, c'est une façon de voir tout ce qui touche à notre encaisse, tout ce qui touche à l'argent au cours de l'année. Alors, vous nous avez donné plusieurs comptes qui venaient toucher à tout ce qui touche à votre encaisse. Et on les a placés dans un flux de trésorerie avec la méthode directe. La méthode directe, c'est à faire en sorte que le flux de trésorerie est séparé en 3 parties. Donc, on a la partie opérationnelle qui vient toucher à tout ce qui n'est pas une immobilisation ou un financement. Ensuite, on a la partie de trésorerie d'investissement qui vient toucher à tout ce qui est la vente d'une immobilisation ou l'achat d'une immobilisation. Finalement, on a le flux de trésorerie de financement qui vient toucher à tout ce qui est financement comme des emprunts bancaires, des remboursements d'emprunts bancaires ou des émissions d'actions et des versements de dividendes. Alors, un flux de trésorerie, c'est très important pour que ça vous permette de bien voir ce qui s'est passé à la fin de l'année. Vous allez pouvoir avoir une bonne vision de toutes vos opérations, tout ce qui est rentré et sorti de votre compte. Alors, comme vous le savez déjà, votre trésorerie est à 15 000 pour cette année. Donc, maintenant, je vais laisser la parole à Jérémy. Donc, vous avez fait l'acquisition d'un équipement spécialisé. Puis, premièrement, c'est important de déterminer la valeur d'acquisition. Donc, il y avait le prix de vente qui est à 160 000 puis aussi un 8 000 qu'il faut acheter, puisque c'est aussi capitalisable, c'est frais d'installation. Puis, puisqu'on n'a pas encore utilisé l'immobilisation, c'est un prêt qui est capitalisable. Donc, la valeur de l'immobilisation est de 168 000 Ensuite, vous voulez savoir s'il y avait des montants qui vont pouvoir être passés en dépenses. Puis, en effet, oui, il y a des charges d'amortissement qui vont pouvoir avoir lieu en 2023. Ça va faire en sorte que ça va baisser votre revenu imposable et donc vous allez payer moins d'impôts pour l'année fiscale 2023. Donc, premièrement, nous avons utilisé la méthode linéaire. Donc, il fallait déterminer la valeur d'acquisition. Vous avez fourni que la valeur résiduelle était de 40 000 et que la durée de vie utile du bien était de 5 ans.
Donc, ils nous ont fait 168 000 moins 40 000 divisé par le nombre d'années. Mais puisqu'il faut utiliser le principe de rattachement des produits aux charges, en 2023, on n'a pas utilisé le bien pendant les 12 mois. On a seulement utilisé 6 mois de juillet à décembre, qui correspond à 184 jours. Donc, on a fait un prorata pour trouver le montant de 12 900 environ. C'est la même chose pour l'amortissement dégressif à taux constant. Vous avez dit que c'est 30 Donc, pour la première année 2023, on n'a pas utilisé pendant 6 mois. Puis, avec le principe comptable, on fait en sorte que la charge d'impôt, la charge d'amortissement, pardon, est plus faible en 2023 qu'en 2024, parce que ce n'est pas une année au complet. Donc, on peut voir qu'en 2024, c'est 25 600 et 42 200 pour l'amortissement dégressif. Ensuite, vous voulez qu'on vous montre la section des immobilisations corporelles en lien avec le bilan au 31 décembre 2023. Puis, on peut voir que l'équipement spécialisé est une mobilisation d'une valeur de 168 000 Ensuite, le compte de contrepartie de l'actif, qui est l'amortissement cumulé, vient descendre la valeur de l'actif de l'immobilisation, pardon, pour une valeur totale de 155 000 qui est la valeur comptable nette de votre immobilisation au 31 décembre 2023. Maintenant, je laisse la parole à mon collègue Félix. Donc, maintenant, pour ce qui est de l'acquisition d'outillage à l'aide d'un emprunt, donc, vous aviez fait un emprunt au 1er octobre 2023 pour être en mesure d'acquérir des biens, en fait, de l'outillage, en fait. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on vient enregistrer au compte d'encaisse le 200 000 qu'on a pris avec l'emprunt bancaire. Et comme il s'agit d'un emprunt bancaire qui est à long terme, qui n'est pas dans une période de 1 an, on le met dans le compte de passif emprunt à long terme. Dans le fond, là, vous avez quelques questionnements comptables pour savoir quel compte était affecté. Donc là, c'est un compte de bilan, c'est de l'actif. Oui, donc, pour ce qui est de l'équipement, donc à l'achat de votre... excusez-moi, pour le premier, c'est actif et passif. Pour ça, c'est de l'actif. Donc, quand vous allez acheter l'équipement, vous allez enregistrer l'équipement comme une immobilisation puisqu'il est capitalisable. Et puis, vous allez retirer l'argent de votre encaisse. Et ça, c'est essentiellement de l'actif. Maintenant, ce qui est le plus important, c'est de savoir comment enregistrer les charges d'intérêt lors du premier versement de l'emprunt bancaire. Donc, on est venu faire un tableau pour savoir quelle portion était payée en intérêt et quelle portion était payée en capital. Pour le premier versement, dans le fond, on s'est basé sur un taux qui était de 10 comme vous l'avez mentionné. On ne savait pas si c'était un taux nominal ou un taux effectif. C'est pourquoi, avec nos calculs, on a déterminé que c'était un taux qui était plus nominal et on vient de transformer en taux effectif parce qu'on vient le capitaliser à chaque mois pour être en mesure de... Quand on paye des intérêts sur un prêt bancaire, normalement, c'est capitalisé mensuellement. Pour faire le calcul, on divise le taux effectif annuel par 12 pour être en mesure de savoir quelle portion on paye en intérêt à chaque mois. Et pour le premier versement, c'est après 1 an, on accumule des intérêts sur des intérêts, bien sûr. Donc, c'est les montants qui sont juste ici pour savoir combien on met en charge et de combien on fait diminuer notre passif à long terme. Donc, pour conclure, suite à nos mentions, donc cela va vous permettre d'avoir des états financiers qui correspondent plus aux normes comptables et vous n'allez pas avoir de visite de Revenu Québec pour débourser plus d'impôts. Vous allez avoir des informations financières grâce au flux de trésorerie qui vont vous permettre de prendre de meilleures décisions financières dans le futur. Et puis, bien sûr, tout ça va vous apporter une tranquillité d'esprit grâce à vos décisions et bien sûr grâce au fait que vous n'allez pas avoir plus d'impôts à débourser puisque vos états financiers sont en ordre. Alors, bien sûr, comme on peut le voir, c'est vraiment ça va vraiment nous servir, par exemple, l'outillage qui va venir changer vos comptes de bilan afin que passer une charge d'amortissement qui va venir faire en sorte que votre état financier est moins, que vous ayez moins d'impôts à payer. Le flux de trésorerie va faire en sorte que vous puissiez justement avoir une gestion plus éclairée de vos finances. Ça va vous aider à faire en sorte que toutes vos décisions soient prises en fonction de combien d'argent vous avez et de où est-ce que votre argent va. Comme on l'a vu dans le flux de trésorerie, on a beaucoup de... En fait, on a gagné beaucoup grâce au financement et aux immobilisations, alors qu'on a perdu plus en utilisant notre entreprise. Alors, c'est ça en conclusion. Est-ce que vous avez des questions? J'ai une question, là, vous avez dit que j'étais trésorerie.
Tu sais, puis en fait, j'ai contracté un emprunt. Est-ce que vous pensez qu'avec un trésorerie comme ça, je vais être en mesure de faire face à cette obligation en faisant mon premier paiement de prêt à faire l'année prochaine? Alors, si on regarde ce solde, on a un solde qui reste de 15 000 Alors, en fonction de ce qu'on a vu des ventes, des fournisseurs, des frais d'administration et des frais financiers, ainsi que de l'impôt, on a de la difficulté à aller chercher de l'argent dans nos opérations actuelles. Donc, il faudrait sûrement venir faire un financement pour pouvoir continuer pour pouvoir payer. Merci. Au niveau l'emprunt, vous avez calculé quelque chose, je ne comprends pas pourquoi ça dit 10 puis vous autres, vous m'arrivez avec un chiffre un petit peu plus élevé, c'est parce que mon banquier m'a dit, Non, c'est parce qu'en fait, lorsque votre banquier vous prête de l'argent, il vous donne un taux qui est un taux en fait annuel, mais lorsqu'on calcule le taux, en fait, si on prend le taux effectif qu'on vous montre, c'est si on capitalise à chaque mois, on arrive à plus d'intérêts puisqu'on paye des intérêts sur des intérêts. Donc, le taux est plus élevé. Mais si vous aviez, par exemple, une seule période de capitalisation qui était à l'année, vous auriez juste payé le 10 sur la portion capitale que vous avez empruntée. Par contre, lorsqu'on parle en fait, de financement bancaire, les taux sont principalement, en fait, les capitalisations sont principalement faites mensuellement. C'est pourquoi on s'est basé là-dessus. Puis quand on regarde votre paiement dû, on voit très bien que, en fait, là, on voit très bien que vous devez payer tant. Et pour arriver à ce montant-là, c'est pas vraiment 10 par année effectif. c'est beaucoup plus cher. Ouais. Puis je me demandais avec ça, avec si vous pouvez revenir sur dans le fond, ma fin d'année, c'est le 31 décembre. Y a-t-il un avantage fiscal d'avoir ça? Est-ce quelque chose que je vais pouvoir faire dans les financiers au 31 décembre? En fait, vous parlez de la charge d'intérêt ou. C'est peut-être ça. C'est Ouais. ça, c'est En fait. je peux mettre une charge d'intérêt même si je ne l'ai pas payé. En fait, lorsqu'on fait l'enregistrement, donc vous allez avoir une charge d'intérêt pour l'année où vous avez fait votre. En fait, pour l'année que vous devez l'argent. Donc, on l'enregistre en charge. Donc, ça vient diminuer votre bénéfice net, ce qui fait que vous allez payer moins d'impôts à la fin de l'année. C'est que je peux le déduire, même si je n'ai pas encore sorti le 65 410 déduire une partie de ce montant. En fait, c'est. Là, le premier versement est seulement c'est 2000, c'est 30 septembre. Donc, pour l'état financier de 2023, vous parlez? Oui, Ouais. Non, puisque vous n'avez pas de. En fait, puisque vous n'avez pas de paiement à faire pour cette date-là, vous ne pouvez pas le mettre en charge. Je ne peux pas le déduire de ma année. C'est ça. Non. Ça va la. Exactement. J'ai une petite question au niveau de l'amortissement. Vous avez présenté une linéaire dégressif à la demande. Y a-t-il une méthode qui est plus avantageuse pour vous? Ça revient au même? Mais ça dépend de l'immobilisation. Comme on voit avec l'amortissement linéaire, c'est avec le même montant chaque année si on prend une période de 12 mois. Puis avec l'amortissement dégressif, les montants vont être de plus en plus faibles après année. Ça dépend du type d'immobilisation. Par exemple, sur un équipement qui est moins efficace après année, ça va être plus avantageux de le faire dégressif à taux constant de 30 Alors justement, comme on a vu que cette année, on aurait peut-être des problèmes de liquidité pour payer le 76 000, ce serait plus avantageux d'utiliser l'amortissement dégressif qui vient en charge et qui va donner une plus grande charge, donc payer une moins grande imposition pour l'année. Merci. Merci.